Dans cette partie, nous allons maintenant aborder sûrement la partie vers laquelle nous souhaitons arriver depuis les variables, les fonctions, les collections, etc. C'est la programmation orientée objet. Donc, Dart est un langage de programmation orientée objet. Et pour l'utiliser, surtout avec Flutter, il faut forcément passer par des classes. Et quand on parle de classes, on parle d'attributs de classes, on va parler de constructeurs, de getters, de setters, d'héritage, de classes abstraites, d'interfaces, voilà. C'est ce que nous allons rebalayer ici. Vous allez voir que ce sont les mêmes concepts et presque la même manière donc d'utiliser les classes en langage C, plutôt Java plutôt. Donc il y a quelques différences cependant bon, que nous allons voir, que peut-être ou quelques particularités dans la programmation ici sous Dart qui simplifie un peu les choses, ce qui n'est pas le cas en Java. Donc Dart est un langage de programmation orienté objet qui prend en charge les fonctionnalités de la programmation orientée objet, comme les classes, les interfaces et tout ce que je viens de lister. Et une classe, comme d'habitude en programmation orientée objet, c'est simplement la modélisation ou le modèle de ce que l'ensemble des objets que l'on manipule ont en commun en termes d'attributs et de méthodes. Une fois qu'on a dégagé les attributs, les méthodes permettent seulement de manipuler ces attributs-là. On va prendre par exemple la classe qui représente un être humain. On va dire que bon, un être humain a un nom, prénom en général. Ensuite, a une tête, deux pieds, deux mains, etc. Donc, juste, qu'est-ce qui permet de représenter les informations qui sont censées représenter ce que l'entité est. Donc, l'instance représentée donc à l'aide donc du modèle. Donc, vous avez vu donc toute la théorie autour de la programmation orientée objet et de la conception orientée objet, donc sur laquelle donc il n'est pas nécessaire de revenir. Donc, une classe encapsule les données de l'objet et principalement ce sont les attributs de la classe. Par exemple, pour un nom, prénom, âge, date et lieu de naissance, etc. Et ensuite, pour donner vie à cet objet-là, il faut forcément un constructeur. Le constructeur va permettre d'initialiser, par exemple, les valeurs à la création ou bien de créer un objet et après de se servir des accesseurs. Ce sont les getters et les setters. Parce que pour accéder aux attributs, il faut passer par les getters qui permettent de récupérer les valeurs et les setters qui permettent de modifier les valeurs. Voilà. Donc, de manière globale, voici la syntaxe d'une classe sous Dart. On utilise toujours le mot-clé classe en minuscule, comme en Java. Ensuite, vous spécifiez le nom de la classe avec classe name. Et encore, entre accolade ouvrant et fermant, vous mettez le code de la classe. En premier lieu, nous avons toujours les attributs. Donc, ce sont les propriétés. Et à chaque fois que vous avez un ensemble de par exemple, si on prend des tables, il y a la couleur, peut-être nombre de pieds, ça dépend. Voilà la taille, hauteur, voilà, etc. Comme si on prend un tableau, il y a la hauteur, et la largeur, et peut-être la couleur, etc. Ou le modèle, voilà, la marque, etc. Donc à chaque fois que vous prenez un objet, regardez ces attributs, les attributs. Le reste presque peut se générer automatiquement. Donc toujours la syntaxe classe, nom de la classe après ouvrant fermant, les attributs. Ensuite, vous avez les constructeurs ou le constructeur. Il existe deux types de constructeurs. Nous allons voir sous Dart les constructeurs nommés et les constructeurs à mode presque Java. Ensuite, vous avez les getters et les setters, les attributs et les fonctions et les méthodes de la classe qui permettent de manipuler les attributs. Donc, ce sont des fonctions que l'on peut utiliser. Donc, voici un exemple de classe. Donc, la classe, vous pouvez la mettre aussi bien à l'intérieur du même fichier Dart que dans un fichier externe. Par exemple, dans l'exemple que je vais implémenter, je vais le mettre dans un fichier externe. Donc, vous avez la fonction main ici. Ensuite, nous avons la classe personne. Si vous regardez ici, la classe personne a deux attributs, nom et prénom. Ensuite, nous avons les constructeurs. On va voir, bon, ici, sous Dart, il existe deux types de constructeurs. Il y a ce que l'on appelle les constructeurs nommés, comme ceci, et les constructeurs un peu à la Dart, où là, vous avez toujours le constructeur est une méthode qui porte le même nom que le nom de la classe.
Donc, personne, il faut après, il y a une erreur ici dans le commentaire du support de vidéo. J'ai laissé le mot-clé constructeur, une excuse là ici. Donc, pour le constructeur, on peut déclarer un constructeur en utilisant un constructeur nommé. Dans ce cas, on utilise simplement personne, point, ensuite quel est le nom du constructeur nommé. Par exemple, point VIP. Ensuite, vous mettez this.nom, this.prénom, qui va permettre d'initialiser le nom et le prénom. Bon, il n'est pas nécessaire ici de mettre à la commande, this.nom également, this.prénom également. Dès que vous écrivez this.nom, this.prénom, il va affecter au nom et au prénom les valeurs passées en paramètres du constructeur. Bon, c'est une simplification. Bon, vous pouvez aussi mettre les appels commandes effectuer des applications si vous voulez. Vous pouvez aussi déclarer un constructeur, donc avec cette syntaxe. Bon, la seule différence, c'est que ce constructeur, le deuxième constructeur à la ligne 16 n'est pas nommé. Donc là, on lui passe les valeurs, 10.nom, prénom, et il va affecter. Donc, il va savoir que la première valeur qui sera passée va permettre d'initialiser le nom et la seconde, le prénom. Ensuite, vous avez une méthode ici, toString, qui permet d'afficher la personne avec ici le nom et le prénom. Donc, pour créer une instance de la classe personne, on utilise toujours l'opérateur new. Donc, vous voyez ici, pour le premier exemple, vous avez une instance pers1. Donc, une instance pers1 qui permet de déclarer une instance de personne en utilisant le second constructeur qui est là. Donc, ce constructeur-là, qui est ici. Voilà, à la ligne 16. Et là, on lui passe simplement le nom et le prénom qui va permettre de l'initialiser. Ce qui fait que quand vous lui demandez d'afficher pers1, donc pers1.toString, la méthode toString, il vous affiche nom, son code, prénom, Ousmane. Donc, qui est donc le contenu de la chaîne de caractères. Vous pouvez aussi utiliser le constructeur nommé avec VIP. Par exemple, ici, j'ai nommé le constructeur VIP. Ou là, par exemple, j'ai instancié. Donc, j'ai créé une instance pers2 avec Macky Sall. Bon, cela vous permet aussi, s'il y a un traitement particulier, de mettre les enclavements permanents et de mettre le code particulier en même. Mais ici, s'il s'agit simplement d'initialiser les valeurs, c'est aussi simple que cela. Mais vous pouvez mettre accolade permanente pour faire un traitement particulier, selon le constructeur. Donc, même principe qu'en Java, peut-être de manière beaucoup plus simplifiée. Là, vous pouvez initialiser les attributs de la classe sans pour mettre autant mettre 10.nom égale à nom en paramètre et 10.prénom égale à nom en paramètre. Ce sont des simplifications que vous pouvez utiliser, vous laissez tomber. Maintenant, il y a une autre particularité, c'est que dans Dart, vous n'avez pas les mots-clés public, private, protect. Pour spécifier qu'un attribut est privé, on fait précéder de son nom le caractère de score. Donc, dans Dart, pour spécifier qu'un attribut est privé, il suffit de faire précéder son nom du caractère de score. Donc, quand vous voyez dans Dart, le caractère underscore devant le nom d'un attribut, c'est pas simplement qu'il s'agit d'un attribut privé. Bon, le langage est défini comme cela. Ensuite, bon, nous verrons tout à l'heure. Donc, juste un exemple avant de continuer. Bon, ça fonctionne. Nous allons créer une classe personne et l'instancier. Comme ça, au moins, cela vous fera un exemple. Bon, si ça pose problème, tu peux installer IntelliJ. Parce qu'avec IntelliJ, vous pouvez utiliser Dart sans pour autant avoir besoin d'un navigateur. Ou bien si vous êtes connecté, vous allez sur Dart, le site là. Donc là, vous pourrez taper votre programme. Bon, c'est le même problème. Je pense que j'ai vu un pack qui a téléchargé IntelliJ.
Je l'ai vu dans les prestations. Quand vous cherchez je pense que quand vous cherchez le SDK, voilà, installer. Comme ça, après, il faut installer le plugin de date. Ça, tu pourras écrire le code. Mais il faut régler ce problème avant le cours de flouter. Sinon, on aura besoin de l'émulateur. Là, je ne sais pas pourquoi il ne détecte pas les émulateurs, ni le téléphone portable. Il faut aussi essayer de désactiver complètement Kaspersky. Parce que lui et l'autre là, Avast, souvent ils le font. Ils bloquent les émulateurs. Bon, ça peut arriver. Avast et Kaspersky, des antivirus. Donc, ici, je vais créer un nouveau fichier Dart pour la classe personne. Comme ça, je vais créer une classe personne. Donc, pour créer donc, les classes, etc., et les fichiers Dart, on les crée ici dans lib. Vous pouvez les mettre dans des sous-dossiers aussi, si vous voulez. Donc, clic bouton droit, New, classe. Donc, New, Dart file. Pour créer un nouveau fichier Dart. Et là, il va vous demander un nom. Donc, je l'appelle personne. Bon. Personne.dart. Voilà. Et là, j'ai mon fichier personne.dart. Et dedans, je vais créer une classe. Personne. Voilà. Donc, je mets deux attributs. Pour le moment, public, hein. String nom. String. Donc, mettez deux attributs, nom et prénom. Voilà. Vous pouvez aussi mettre d'autres attributs si vous voulez. Bon, malheureusement, ici, je pense que vous n'avez pas la complète parce que si on était sous Java et autres, on aurait pu lui demander de générer le constructeur. Mais je pense ici, extract, oui, on n'a pas cette possibilité. Je ne vois même, bon, generate peut-être. Oui. Donc, heureusement. Donc, après avoir écrit les attributs, vous pouvez générer le constructeur. Faites clic bouton droit, generate. Ou alt insert. Et là, vous pouvez générer un constructeur ou bien un constructeur nommé les getters et les setters ou une méthode toString. Par exemple, je vais générer le constructeur. Voilà. Et là, je choisis les deux attributs. Et voilà, donc vous voyez, vous avez automatiquement le constructeur. Vous pouvez aussi générer un constructeur nommé, clic bouton droit, donc generate, et là, name du constructeur. Et là, vous choisissez les paramètres qui doivent être dans le constructeur nommé. Et voilà, il faut spécifier le nom. Par exemple, je le nomme VIP. Voilà, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez aussi générer la méthode toString juste pour afficher voilà ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une surcharge de la méthode qui existe avec le prénom et le nom. Et voilà. Et là, vous avez directement la personne qui sera affichée. Donc, sans pour autant, bon. Donc, voilà, il faut utiliser cette assistance-là pour générer les éléments. Ça va vous permettre de coder plus rapidement. Donc, vous déclarez uniquement les deux attributs. Ensuite, vous faites clic bouton droit quelque part, generate. Ensuite, vous choisissez qu'est-ce que vous voulez générer. Donc, ici, j'ai généré le constructeur, donc, ensuite un constructeur nommé, puis la méthode toString qui affiche la personne avec ses informations, nom et prénom. Créer la classe personne. Bon, ici, je pense que, bon, contrairement à Java, qui exige que le nom de la classe soit le nom du fichier, ce n'est pas une obligation. Donc, dans la pour le mettre
Donc, nous allons créer une instance. Donc, là j'ai ma classe personne. Pour l'utiliser, je vais l'importer simplement ici. Ce n'est pas la peine d'aller écrire import. Donc, là, j'enlève le code. Je le commande comme d'habitude. Contrôle barre de division ou contrôle slash pour commenter le code. Et là, je vais créer une instance de personne. Donc, vous voyez, quand vous écrivez personne, il le détecte automatiquement. Et quand vous appuyez sur Entrée, regardez, il a importé la classe, donc personne, qui est dans personne.dart du package, de ce package-là. Donc, personne est égal à, comme en Java, new person. Voilà. C'est? Oui, je suis dans un autre fichier Dart. Bon. Donc, vous pouvez tout laisser dans un même fichier parce que dans le code, par exemple, que lui, il a fait, il a tout laissé dans main.dart. Mais tout à l'heure, j'avais créé un fichier personne.dart. Et je suis allé créer la classe là-bas. Par exemple, là, on met val old
C'était mon binôme quand on était en licence. Je pense qu'il doit être aussi vieux que moi maintenant. Donc voilà, Perse. Et là, je lui demande d'afficher donc Perse 1 point. Donc j'appelle la méthode point to string. Et là, regardez, quand j'exécute, voilà, j'ai bien la personne. Donc le nom et le prénom qui sont récupérés. Donc vous pouvez aussi utiliser le constructeur nommé. Dans ce cas, bon, je vais déclarer une instance Perse2. Par exemple, je mets bon, quelque chose d'autre. Voilà, et donc je lui demande d'afficher Perse2.toString. Donc vous pouvez aussi donc afficher directement, regarder, accéder au nom, parce que les attributs sont publics. Ce sont des attributs publics. Maintenant, attention toutefois, regardez ici, j'accède au nom. Si je parviens à accéder au nom, c'est parce que le nom est public. Mais dès que je vais rajouter un underscore ici, le nom devient privé. Par exemple, je rajoute un underscore au niveau du nom. Donc, je suis obligé de mettre des underscores un peu partout où j'utilise le nom. Voilà. Donc, il s'agit d'un attribut privé. Donc, les attributs privés sont accessibles à l'intérieur de la classe. Quand vous sortez de la classe, vous ne pourrez plus les voir. Par exemple, c'est le cas du nom. Regardez ici, dans main.dart. Bon, si j'essaie d'accéder au niveau du nom, là, je me retrouve avec une erreur. Voilà. Quand je fais perse2.nom, je ne le vois même plus. L'attribut n'est même plus visible. Oui. Donc, comme je vous le disais dans le slide sur les classes Dart, Dart utilise le underscore pour spécifier qu'un attribut est privé. Et quand un attribut est privé, vous ne pouvez pas le voir à l'extérieur de la classe. C'est pourquoi ici, je ne vois plus le nom. Mais là, quand je fais CTRL-espace, je vois bien le prénom qui est public. Donc, vous n'avez pas les mots-clés privés. Bon, je vais le mettre, comme ça vous allez voir. Vous n'avez pas ces mots-clés-là, privé, public, privé, etc. Bon, vous voyez, quand j'écris private ici, le nom, il est inconnu. Vous ne connaissez pas. Donc, underscore devant un nom d'attribut pour spécifier que c'est un attribut privé. Et qu'à l'extérieur de la classe, vous ne pourrez pas le voir. Et quand un attribut est privé, pour y accéder, comme d'habitude, en programmation orientée, il faut des guetteurs et des setters. Simplement. Voilà. Donc, créer l'instance là. Donc, je vais enlever le underscore que j'ai rajouté. Comme ça, nous verrons tout à l'heure. C'était juste pour illustrer le fait que l'attribut soit. Ben voilà, maintenant, quand j'enlève le underscore, maintenant, je vois bien l'attribut nom. Donc, l'attribut nom est maintenant bien visible. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des. Ah, d'accord. Dans le même point là, c'est une fois. Point là. Ici, il passe point là.
Ça ne doit pas être loin du Java ou du JavaScript. Donc, console avec Dart. Bon, la connexion est comme là-bas. C'est readline sync. Console input. On va voir si c'est. How to get console input using the input output library. First of all, you need to actually import the library by doing import, and you put the keyword dot colon IO and a semicolon at the end. You might notice I am not on the online editor just because I allow you to do it. Once you've got your variable called string standard input library colon. And if you afterwards, I'm going to print one more line saying end of yes. Bon, après, il faut peut-être la tester. Voilà, là, ça fonctionne pour lui. As you can see, got that input, ça passe pas. Donc, c'est des in.readline sync. Pourquoi ça ne marche pas? Il faut peut-être que je regarde un peu plus pour voir. Je vais regarder après.
la documentation. Donc, il ne faut pas hésiter à vous référer à YouTube, donc, et à Google pour certains aspects. Comme je vous le disais au début du cours. C'est bon, on peut continuer. Là, c'est vraiment résumé. Voilà. Donc, après avoir transformé les attributs en privé, donc en attributs privés, donc vous mettez underscore devant donc les noms et prénoms, ce qui va vous permettre de rendre, suivant la visibilité privée, les attributs de la classe. Pour générer les getters et les setters, donc clic bouton 3, au niveau de la classe, generate, getter and setters. Et là, vous choisissez les deux. Comme ça, il vous génère les getters et les setters de nom et de prénom. Regardez par exemple pour le nom, vous avez getNom qui retourne simplement donc le nom, underscore nom. Et là, le getter s'appelle nom. Et pour le setter, regardez aussi, donc vous avez setNom, ensuite vous avez donc le setter se nomme nom, sans le underscore. Et là, on met simplement dans nom la valeur passée en paramètre. Idem aussi pour le prénom, regardez, et là vous avez le mot-clé get pour déclarer nom comme étant un getter. Vous pouvez aussi, si vous voulez mettre entre parenthèses, accolade ouvrante, return underscore nom, ça revient au même. C'est simplement l'équivalent en fonction fléchée, lambda fonction. Et là, set nom, vous pouvez aussi mettre double égal supérieur pour la flèche, underscore nom égale value. Underscore égale value, oui, le paramètre. Pour la déclaration donc du getter et du setter, donc voilà, donc, avec cette syntaxe assez particulière que l'on retrouve aussi dans TypeScript. Voilà. Et donc pour accéder au nom et au prénom, donc c'est simple. Voilà, donc nous allons voir peut-être la différence avec voilà. Avec aussi une certaine particularité, c'est que même si vous avez des fonctions pour les getters et les setters, vous allez les utiliser presque pour y accéder comme des attributs. Vous n'allez pas utiliser les fonctions. Par exemple, regardez ici pour la première personne. Donc j'ai comme nom Val, prénom Oul, ou je ne sais pas, l'un des deux. Pour accéder au setter, par exemple pour changer le nom, donc on accède directement au nom parce que le setter se nomme nom. Hein? Et pour affecter une valeur, on n'écrit pas nom entre parenthèses ce qu'il faut affecter à l'attribut nom, mais simplement donc voilà égal et là vous mettez la valeur du nom. Alors que normalement, regardez maintenant, j'ai bien Diop. Alors que normalement, dans Java, j'aurais dû écrire pers1.set nom. Ou bien nom entre parenthèses Diop. Et là, j'accède au setter. Ça aussi, c'est bon, une des bizarreries qu'on a ici. Et pour afficher le prénom aussi, accéder au getter de nom, par exemple, on écrit simplement point nom. Voilà. Et quand vous écrivez pers1.nom, il saura que là, vous voulez accéder au getter de nom. Et qui va retourner le nom. Donc, retenez ici que pour avoir des attributs privés, il faut les faire précéder du caractère underscore. Et quand un attribut est privé, vous ne pourrez pas y accéder à l'extérieur de la classe. Pour déclarer des getters et des setters, vous avez les mots-clés prédéfinis get et set qui permettent de déclarer des getters et des setters. Voilà.
Donc, vous pouvez aussi les générer en faisant clic bouton droit, Generate, et vous choisissez Getters and Setters. Et dans la liste, bon, c'est parce que j'ai déjà mis les getters et les setters. Dans la liste, vous choisissez les attributs dont vous voulez générer les getters et les setters. Pour utiliser un setter, on écrit simplement le nom de l'instance point le nom du setter égal pour affecter une valeur. Donc, pas sous forme de fonction. Surtout pour le retenir. Parce que là, si vous mettez perse de nom comme en Java, ça ne marche pas. Ça passe pas. Voilà. Pour récupérer aussi la valeur du nom, donc on accède au getter de nom. Donc, vous pouvez aussi l'appeler getNom, ça passe toujours. Bon, par défaut, c'est le nom simplement du paramètre. Et là, vous voyez, on utilise getNom. Directement, pas de fonction. Si vous mettez entre parenthèses là, il n'accepte même pas. GetNom. Vous voyez, il faut bien retenir ces particularités-là qui, voilà, posent souvent problème quand on vient du Java. Voilà. Donc, pour les getters et les setters, de façon que nous verrons dans le code lab, le TP que nous ferons peut-être cet après-midi. Voilà. Donc, pour l'héritage aussi, même chose, on utilise extends. Donc, comme vous l'avez vu dans le cours de Java, voilà, l'héritage, pour qu'une classe soit, définir une classe comme étant une classe fille d'une classe mère, on utilise le mot-clé extends. Et quand une classe hérite d'une autre classe, la classe hérite de l'ensemble de ses attributs et devient une spécialisation par l'intermédiaire d'un nouveau attribut. Par exemple, là, on a une nouvelle classe étudiant, voilà, qui hérite de la classe personne. Et comme vous pouvez le voir, ici, il y a un attribut supplémentaire qui différencie d'une personne normale d'un étudiant, c'est qu'un étudiant est dans une université. C'est pourquoi ici, j'ai rajouté donc université comme attribut. Maintenant, pour le constructeur, vous mettez les paramètres, voilà, avec nom, prénom, this.université, mais en appelant de manière explicite le constructeur de la classe mère. Comme en Java, on utilise pour cela le mot-clé super. Voilà. Et ensuite, pour le reste, presque rien ne change. Ainsi, vous pouvez créer une instance d'étudiant et l'afficher avec etu.toString. Donc, ça met dans la méthode toString. Comme vous pouvez le voir, on appelle la méthode toString de la classe mère super.toString. Et là, il va aller dans la classe personne et donc appeler la méthode toString qui va retourner le nom et le prénom. Et on le concatène avec la chaîne de caractères et son université. Et deux points. On affiche la valeur de l'université. Donc, vous pouvez aussi utiliser les classes abstraites. Voilà. Donc, comme vous le savez aussi, vous l'avez vu dans le cours de PO, dans une classe abstraite, on déclare uniquement les méthodes. Voilà, que les entêtes de méthode, donc pas le corps. Et d'autres éléments si vous voulez. Maintenant, pour utiliser une classe abstraite, il faut l'implémenter avec implements. Et quand vous implémentez une classe abstraite, vous devez implémenter forcément les méthodes qui sont définies là-bas. Bon. S'utilise aussi pour faire de la programmation de qualité. Par exemple, là, quand on implémente animal, là, il faut forcément donc surcharger ou implémenter le corps de la méthode déplacement. Si vous avez travaillé avec les swings et autres, vous avez peut-être une idée. Avec les gestionnaires d'événements. Voilà, donc pour les interfaces aussi, bon, que vous pouvez définir, donc la modularisation, bon, les librairies. Donc ça, nous l'avons juste pour montrer comment est-ce qu'on sépare le code avec plusieurs fichiers. Je l'ai fait tantôt avec la classe personne. C'est uniquement ce que cette partie montre. Maintenant, dans chaque fichier, il faut importer les classes appropriées. Par exemple, ici, il s'agit de la classe abstraite animale.
Vous pouvez aussi convertir chaque objet que vous créez en JSON. Particulièrement, nous allons le revoir dans la partie avec Firebase pour la sauvegarde dans une base de données cloud. Donc pour cela, Dart vous propose la bibliothèque Dart Convert qu'il faut importer. Voilà, et ensuite on utilise donc les méthodes de toJSON, JSON encode, toJSON, bon, qui permet donc de convertir l'objet au format JSON. Donc pour cela, par exemple, pour convertir une personne en JSON, donc vous pouvez implémenter une méthode toJSON, donc qui retourne un map, une carte, nous l'avons vu tout à l'heure. Et pour avoir l'équivalent en JSON, voilà, c'est simple, vous pouvez utiliser la méthode de donc, JS-encodeur qui va le transformer en encoder l'instance de personne en JSON et l'afficher. Et là, vous aurez donc votre code JSON qui correspond à la personne. Bon. Vous pouvez aussi convertir en JSON une liste de personnes, c'est ce que nous avons ici. Donc, liste personnes avec plusieurs instances, et quand vous lui demandez de convertir avec JSON encode permet hériter donc de Dart Convert. Donc, il va convertir la liste en chaîne de caractères JSON. C'est ce qui est affiché ici, le tableau JSON que vous avez ici. Voilà. Donc, il va être l'heure. Donc, je termine. Comme ça, nous allons entamer le CodeLab. Bon, le CodeLab nécessite d'avoir une connexion pour les instructions. Donc, c'est très simple. Voilà, c'est cet élément-là. Bon, le TP, je vais le sauter. Donc, vous faites directement le CodeLab. Mais normalement, il y a un TP avec 5 exercices, mais qui prend trop de temps. Donc, on va directement faire le CodeLab. Donc, il y a aussi d'autres CodeLab que je vous indique dans les autres parties. Comme cela, demain matin, on pourra commencer la partie avec la programmation Flutter qui est vraiment l'objectif du cours. Donc, les mots-clés, la feature, async, await, normalement, vous les connaissez en programmation distribuée ou parallèle, etc. C'est pour faire de la programmation asynchrone. Des fois, quand on code, on a besoin, au moment où une tâche s'exécute, d'effectuer une tâche en fond. Voilà. Par exemple, quand la barre de progression tourne, derrière de se connecter à une base de données, de charger des données, d'initialiser des composants, et quand tout est prêt, on affiche le tout. Et là, ce sont les mots-clés features, async et await qui permettent de le faire. Voilà. Pour faire de la programmation asynchrone. Normalement, un réseau, bon, je pense que c'était fréquemment utilisé avec les sockets et autres. Je ne sais pas si c'est le cas toujours. Et ici, particulièrement, vous avez donc la classe feature, voilà, qui permet de faire de la programmation asynchrone de manière chaînée ou individuellement, et qui représente le résultat d'une opération asynchrone. Vous le retrouverez fréquemment quand on utilisera les plugins, où là, c'est pour indiquer que là, le programme qu'on va lancer va produire un résultat qui est attendu dans le futur. Bon, dans le futur proche. Voilà, pas un programme, pas une exécution immédiate, mais qui va prendre du temps, et pendant ce temps, on peut faire autre chose. Donc, un feature correspond à une tâche qui s'exécute de manière asynchrone et se termine à un moment donné dans le futur. Bon, quelques minutes, quelques heures plus tard, etc. Et lorsqu'une fonction renvoie un feature a pour instance un futur avec petit f. Cela signifie qu'il faut un certain temps pour que son résultat soit prêt. Et lorsque vous initialisez une nouvelle feature, une instance de cette feature est créée et répertoriée dans un tableau interne, bon, etc. Bon, tout ceci, vous pouvez aller
donc à ce lien-là pour avoir voilà, plus de détails. Et lorsque donc, le code est exécuté, va se terminer ou échouer. Donc, vous avez les méthodes comme Zen et Catch Error qui permettent de dire qu'est-ce qu'il faut faire si ça réussit et Catch Error s'il y a des erreurs. Donc, voici le format global que vous pouvez tester. Quand vous mettez dans votre fonction main ici, print avant feature ici, par exemple, là, il va afficher normalement avant feature. Ensuite, on crée une instance de feature ici, à l'intérieur, on lui passe simplement ici une fonction, inline ici qui affiche feature active, ensuite Zen ici, feature terminée et ensuite après feature. Si vous l'exécutez, vous allez voir qu'il se passe une chose un peu bizarre ici, c'est qu'il affiche avant feature, avant d'afficher donc après feature, puis il va afficher feature active et feature terminée. Bon, c'est tout à fait normal, c'est parce puisqu'on a mis feature ici, ça va permettre de considérer que le code là qui est ici est asynchrone. Donc, il va exécuter avant feature, donc va laisser exécuter feature. Donc, entre-temps, il va directement venir afficher après feature avant de revenir exécuter le bloc qui est au niveau de feature pour afficher feature active. Si ça se termine, il va afficher feature terminée. Juste pour montrer que c'est asynchrone, quoi. Bon, par exemple, ici vous avez une fonction asynchrone qui se nomme attends-moi, qui affiche aussi d'abord la date et début, donc datetime.now. Ensuite, retourne ici avec delay. Donc là, on se met en pause pendant 20 secondes avant d'afficher date.now. Maintenant, j'ai terminé. Et ensuite, vous avez ici l'appel de la fonction. Donc, quand on déclare une fonction asynchrone comme en Java, donc il faut mettre le mot-clé async. Et le mais là, ça se met après. Donc, feature, attends-moi async. Et vous avez le mot-clé await qui signifie que là, nous allons appeler une fonction asynchrone. C'est obligatoire de le mettre devant une fonction asynchrone que l'on appelle. Et donc, quand on appelle une fonction asynchrone dans une fonction, la fonction devient asynchrone. C'est pourquoi ici, après void, on rajoute le mot-clé async. Donc, là, si vous l'exécutez, donc, attends-moi, il va entrer. Donc, on appelle la fonction attends-moi, il va afficher début. Voilà. Ensuite, il va se mettre en pause pendant 20 secondes. C'est pourquoi ici, regardez, vous avez pour l'heure ici, 16 heures, 30 minutes, 31 secondes. Donc, il y a un feature ici qui est utilisé avec delay. Donc, on lui demande d'attendre 20 secondes avant d'afficher. Maintenant, j'ai terminé. C'est pourquoi ici, la chaîne maintenant, j'ai terminé est affichée à 16 heures, 30 minutes, 52 secondes. 20 secondes plus tard. Bon, moi, il y en a une seconde de plus. Et finalement, à la fin ici, quand on sort donc de la fonction asynchrone, on attend on affiche j'attends ici directement. Et regardez à 16 heures, 30 minutes 52 secondes, immédiatement après. Donc, quand vous voulez utiliser une fonction asynchrone, il faut faire des calculs, bon, derrière, en attendant, ou se connecter à une base de données, etc., on utilise le mot-clé feature. Et quand on utilise feature, il faut utiliser avec async. Et quand on l'appelle avec await. Donc, voilà. Bon, pour les exceptions, vous pouvez visiter ce lien-là. C'est toujours try, catch et throw que l'on utilise. C'est pourquoi je ne l'ai pas détaillé. Sauf qu'ici, peut-être vous pouvez utiliser try on, mais là, il faut savoir quel est le type d'exception. Bon, il y a des particularités. Vous avez try, catch, mais on passe en paramètre l'exception sans pour autant préciser le type de l'exception. Et ensuite, vous pouvez afficher avec e.toString, etc., la chaîne de l'exception qui correspond à l'exception. Voilà. Bon. Donc, on peut commencer le code lab qui va permettre de revenir. Néanmoins aussi, vraiment, j'espère que vous aurez le temps de revoir cette partie. Donc, la vidéo, je vais la mettre sur YouTube aussi. Et si vous avez des questions, on peut revenir dessus. Bon, il y a des aspects de Dart que je n'ai pas exposés ici, bon, parce que je n'ai mis que les parties que nous allons réutiliser dans le cours de Flutter.
Bon, il y a d'autres aspects ici vraiment, que je n'ai pas exposé. Voilà. Donc, pour le code lab, il faut copier le lien et vous le coller sur Google. Normalement, il va vous mener vers ces codes-là. Ce sont des TP qui sont proposés par Google dans beaucoup de technologies, bon, que j'ai réussi parce que ce sont des très bons TP. Bon, j'utilise leur TP quand je fais le cours d'Angular et même dans d'autres cours. Bon, néanmoins, ici, c'est écrit en anglais. Hein? Bon. Et vous êtes en master, vous êtes censé être habitué à utiliser de l'anglais. Donc, c'est très simple. Il faut suivre. C'est un TP en 7 étapes et normalement qui devrait vous prendre 19 minutes. Bon, ça dépend aussi pour le faire. Voilà. Donc, il faut suivre les instructions étape par étape. Donc, il y avait d'abord l'introduction. Bon. Donc, il vous explique. Dart, il vous explique. Il revient ici sur ce que c'est que Dart, etc. Et qu'est-ce que vous allez donc apprendre ici en faisant ce TP? Donc, comment créer des constructeurs, les différentes manières de spécifier les paramètres, when and how to create, comment et quand créer des getters et des setters. Donc, comment Dart gère les attributs privés. Donc, nous l'avons vu. How to create factories, how functional programming works in Dart, et d'autres concepts. Voilà. Donc, il faut le suivre étape par étape. Et donc, ici, d'abord, on vous demande de créer une classe Dart Bicycle, donc une classe bicyclette, donc Bicycle, qui se nomme Bicycle. Ensuite, bon, vous pouvez le faire dans Dartpad ou bien utiliser Android Studio. Donc, la classe Dart Bicycle a donc les attributs cadence, speed et gear. Donc, gear, c'est encore quoi? Les égouts. Comment on appelle encore? Bon, de toute façon, c'est pas important même. L'essentiel est de manipuler les attributs. Mais ici, c'est la vitesse, la cadence et gear, c'est le truc là, avec les têtes là. Si vous avez l'habitude de conduire des vélos. Bon. Non, pas guidon, mais avec les pointes là. Là où on pose la chaîne là. J'ai oublié le nom, comment est-ce qu'on l'appelle? Avec des pointes un peu partout. C'est là où la chaîne se met pour pouvoir tourner. Oui, pignon ou quelque chose comme ça, voilà, pignon. Mais ici, la signification de ces n'est pas très importante. Ce qui est surtout important, c'est la manipulation, voilà, les instructions. Donc, Dart main, donc ici, il y a aussi une fonction main, donc c'est le point d'entrée du programme. Vous pouvez mettre des arguments ou pas. Voilà, on vous explique petit à petit. Ensuite, on vous demande de mettre un constructeur. Donc là, il s'agit d'un constructeur qui n'est pas nommé. Et là, il vous explique les principes pour le constructeur, les différents éléments. Ensuite, vous avez un constructeur aussi, équivalent, qui ressemble au constructeur Java. Vous voyez, cette fois-ci, il n'y a pas de 6, que vous pouvez aussi utiliser. Donc, vous pouvez formater le code. Donc, ensuite, une fonction main où l'on crée une instance de bicycle. Et là, on affiche la bicyclette, le vélo. Voilà. Et là aussi, à chaque fois, il vous explique les différentes lignes du code. Ensuite, vous avez la méthode toString que l'on implémente, que nous avions aussi déjà vu, qui affiche simplement la vitesse ici. Donc, avec l'unité de mesure de vitesse en anglais, MPH. Je ne sais plus qu'est-ce que ça signifie. Mètre per hour, je pense. Voilà. Donc, ensuite, on transforme donc un attribut en lecture seule, read-only variable, ici, donc speed, avec les différentes étapes. Là, vous voyez, on rajoute simplement un underscore avant. C'était speed pour la vitesse. Pour le déclarer comme un attribut privé. Puis on rajoute le getter, et voilà, etc. Donc, des étapes qu'il faut suivre, étape par étape. Donc, qui va vous mener aussi à l'utilisation des paramètres. Donc, pour créer aussi donc, un facteur, ce qu'il nomme un factory, bon, une usine qui va vous permettre de créer des instances, etc. Bon.
Factory common use, c'est un design pattern. Voilà, c'est un design pattern de Java ici. Parce que vous, peut-être les GL ou l'autre là, vous n'utilisez pas fréquemment les design patterns. Mais ce sera l'occasion de voir ce que c'est. Ensuite, un exemple avec l'implémentation d'une interface. Ensuite, la programmation fonctionnelle avec Dart, avec les boucles, etc. Et enfin, bon, quand vous terminez ici, congratulations. Voilà, donc ce que nous allons essayer de faire dans l'après-midi et de terminer les installations. Surtout veillez à terminer l'installation avant demain matin. Sinon, pour le cours de Flutter, vous ne pourrez pas implémenter les exemples. Donc, essayez de terminer l'installation. Si ça persiste, vous désinstallez Android ici et vous le réinstallez. Mais normalement, vous pouvez corriger les erreurs. Je pense que ça fonctionne au moins pour presque tout le monde, sauf les deux là. Bon, vous pouvez commencer le TP. Bon, il nous reste 10 minutes. Le code lab, vous pouvez le commencer. Comme ça, on va consacrer tout l'après-midi à ce code lab.